Oh non, je l'ai reçu. Oh, Clément aussi l'a Je l'ai reçu, reçu aussi. c'était tellement puissant. Je vérifie juste ça. Oui, donc The Fall Guy, c'est le dernier film de David Leitch. Leitch, on dit Leitch. David Lynch. Je crois que c'est Donc Lynch. il a été connu pour faire Elephant Man. Il a commencé par Eraserhead. Le premier de Dune. Et en fait, depuis Twin Peaks saison 3, on l'attend impatiemment et il revient étonnamment avec Fall Guy bizarre. Il y a trop de choix. Non, donc avec David Leitch, donc dans la série des films un peu d'action contemporain, c'est un peu le mec qui a créé une nouvelle vague avec les John Wick notamment. Effectivement, C'est en fait un ancien cascadeur qui s'est mis à la mise en scène de films, qui a fait notamment les Deadpool aussi et qui a que le 2. Que le 2. Ah, il a pas fait. Ok. Et il n'a fait que John Wick 1 en coréal. Alors, il a fait je crois John qu'il Wick est 1. même pas Ouais, crédité. il est même pas crédité. Enfin, il est crédité sur IMDb, je crois, ou sur. Mais il n'est pas crédité au générique du sur film. Internet, au générique, non. Par contre, il est producteur sur tous les John Wick, je pense, ou en tout cas sur le deuxième. Ça fiche Wiki ou Sachant ça fiche que, Wiki, alors oui, mais d'ailleurs très étrange, est-ce que leur boîte de production a changé de nom? Parce que pour moi, ça s'appelait 8711 et là, ça s'appelle 87 North. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe avec? Peut-être que lui a pris On ne North nous dit pas. Je pense qu'il y a. et l'autre a pris complot. ça. Ouais. Peut-être Non, qu'il mais- faudra mettre José Bové sur l'enquête. Effectivement, David Leitch était comment dire, doublure cascade et ensuite coordinateur des cascades, notamment doublure de Brad Pitt sur plusieurs films. Et il s'est fait connaître à partir du premier John Wick, donc il a secrètement co-réalisé, on va dire, avec Chad Stahelski. Et ensuite, on pourrait dire que les deux se sont un petit peu... Enfin, pas séparés, mais en tout cas, chacun a suivi sa voie. Chad Stahelski a continué à bosser sur John Wick et Que du John Wick. a réalisé tous les autres, tout à fait, tous les autres opus de la franchise, pendant que David Leitch a continué à faire un peu des films d'action dans cette même veine, très orientés cascade, etc. Et d'ailleurs, si je me trompe pas, je crois aussi que, en fait, avant donc d'être, en même temps qu'être cascadeur, il était aussi réalisateur de scènes d'action. Oui, c'est vrai. En fait, Oui. bah, disons que c'est ce qu'on voit là dans sa réalisateur seconde équipe. En fait, c'était les Ouais. scènes d'action beaucoup dont il s'occupait. effectivement, parce qu'il y a une tendance assez lourde dans les blockbusters hollywoodiens à déléguer une partie des scènes d'action soit à une seconde équipe, soit directement aux équipes de cascadeurs, qui en fait de toute façon vont souvent proposer des chorégraphies avec en filmant, en fait, en proposant directement des axes de prise de vue, donc qui sont déjà un petit peu du côté de la réalisation. Et donc effectivement, il a poursuivi comme ça. Ensuite, a réalisé Atomic Blonde, qui était son premier film solo, Deadpool 2, Bullet Train, qui est sorti il y a 2 ans, je crois, pas si longtemps, ouais, c'est récent, en hein. 2022. avec Brad Pitt justement, et qui nous revient maintenant avec The Fall Guy, qui est peut-être son film, on va dire, le plus proche de son identité en tant que cinéaste, puisque c'est un film sur un cascadeur, qui est d'ailleurs adapté d'une série des années 80 qui en français s'appelait L'homme qui tombe à pic, Tout à fait. qui est très marrant, et mais finalement qui je pense délaisse un petit peu le concept de la série, enfin en tout cas il n'y a pas de Une scène qui n'est pas dans le film. là. d'écho direct, c'est vrai vrai. ça. De quoi ça parle de Fall Guy, Loïc Matos? Bien, The Fall Guy, ça nous raconte l'histoire donc de Ryan Gosling, cascadeur de métier, qui commence avec en vivant un accident, en fait. C'est la scène d'ouverture du film. Il est fou amoureux de la cadreuse d'un film, jouée par Emily Blunt, et malheureusement, un accident pendant une cascade va l'emmener à s'enterrer littéralement dans une petite ville des États-Unis, à laisser tomber son métier et ses proches, et il va être appelé comme un élu par la productrice de l'acteur qu'il a toujours doublé, qui a besoin de lui parce qu'il n'y a plus personne pour pouvoir l'incarner, et surprise, il se trouve que ce film sur lequel il est rappelé, c'est maintenant la cadreuse Emily Blunt qui le réalise. Donc forcément, il l'accepte, il a hâte de la revoir, il arrive sur le film et il découvre que déjà la relation amoureuse ne reprend pas de l'endroit où il l'avait arrêté, parce qu'il avait arrêté de parler d'Emily Blunt, et en plus qu'une sorte de complot, en tout cas qu'une organisation a fait disparaître l'acteur, et il essaye maintenant de le retrouver. Ça, il va mettre ses talents de cascadeur au service de cette sorte d'enquête slash série de scènes d'action un petit peu. On est sur une sorte de peu de comédie d'action Ouais, tout à fait. pur jus qui t'a plutôt plu, Julien. Je sais pas si tu veux commencer sur The Fall Guy. Qui m'a plutôt plu, oui. D'ailleurs, c'est ça que je devais vous annoncer. Ok. Je suis arrivé un peu en retard parce que je suis sorti d'une affaire de principe là, Tout à fait. à l'instant. Et pourquoi je suis sorti un peu en retard? Parce que j'ai revu ce Fall Guy Avant, cet après tout à l'heure. Je l'ai vu hier matin. le fou malade. Je l'ai vu avec des amis tout à l'heure. Donc Ok. ils sont allés le voir. J'ai pas pu résister. Mm. Bon, c'était. Je sais pas si ça valait le coup La de fois de revoir trop. une deuxième fois le lendemain. Mais c'était très amusant. Moi, ça m'a plutôt plu. En fait, je pense que c'est un des films de Leitch que j'ai le plus apprécié, qui se maintient.
Je trouve que tout tient. En fait, j'avais pas mal de réserves sur Atomic Blonde parce que je trouve que Atomic Blonde faisait un peu... C'était une super bande démo de Cascade. Je trouvais qu'en termes d'histoire, ce que ça racontait, c'est à la limite de l'incompréhensible et même... Enfin, c'était pas intéressant, quoi. Alors que là, je trouve que c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire que pour moi, il met au service de l'histoire qu'il veut raconter, qui est pas incroyable, hein, mais de son histoire d'amour et de réconciliation et de sauvetage de film, quoi. C'est Cascade, et ça marche plus dans ce sens-là, et c'est ça, moi, qui m'a plu et que je trouve plutôt bienvenu dans The Fall Guy, quoi. Tout à fait. Alors, on a fait un petit sondage pour savoir ce que les gens pensaient du film. La réponse était plutôt négative, ce qui, je pense, correspond à peu près à mon avis, sachant que Loïc, tu aimes un peu, encore moins que moi, je pense. Ouais. Ah ouais. D'ailleurs, si vous l'avez vu dans le chat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Le pitros. Non, en fait, je suis un peu partagé. Je dirais que je trouve que le film est plutôt bien mené, comme tu l'as dit. Effectivement, on sent que... ça se tient, c'est presque... on dirait que c'est un faux compliment, mais ça se tient en tant que film, quoi. Ça ressemble pas à une bande démo de Cascade. Alors que même, je sais pas, même Mission Impossible pouvait parfois tendre un peu à ça. Je pense carrément. Fallout, même si c'est un autre chose que j'aime bien, voilà, un peu cette sensation de dire on enchaîne un peu les morceaux de bravoure et l'intrigue se tarabiscote pour essayer de relier tout ça. Et là, effectivement, c'est pas trop une sensation qu'on a. Je trouve que le film réussit plutôt sa partie comédie, en tout cas, notamment tout ce qui est porté par Ryan Gosling, qui est un acteur quand même exceptionnel, enfin, en tout cas, qu'on aime beaucoup ici. Qu'on aime beaucoup et qui a... Très très drôle. Hein. Enfin, je trouve qu'il a complètement éclaté cette espèce un petit peu d'image qui lui collait à la peau de celui qui joue le beau gosse stoïque dans les films de Winning Refn, et a révélé notamment avec The Nice Guys, dont je reparlerai tout à l'heure, un penchant un peu comique, voire burlesque, dans lequel il était vraiment excellent, et du coup cette espèce de rôle de héros un petit peu qui va un petit peu à reculons et qui en fait est plus une sorte de punching ball humain que un héros d'action. Je trouve que ça lui va assez bien, et le film se permet comme ça pas mal un petit peu de, on pourrait dire, de digression comique. Je pense à cette scène où il a été drogué et il voit des licornes, et donc dans les plans il y a des licornes, voilà, sans forcément que ça attire l'attention de la caméra. Et donc il y a une sorte de séquence un petit peu délirante comme ça. Après, j'avoue que je trouve que cet humour est un petit peu à double tranchant, parce que le film baigne dans une sorte un peu de connivence avec le spectateur que je trouve un petit peu agaçante à la longue. Enfin, il y a cette sensation donc le film est narré en voix off par Ryan Gosling, et donc il y a tout un tas de blagues, de commentaires un peu méta, puisqu'on est souvent sur le tournage d'un film. Un peu des blagues du type « Ah, si c'était dans un film, j'y croirais pas », et différentes déclinaisons un petit peu de ce genre de blagues qui reposent comme ça sur des sortes de clins d'œil, une sorte d'ironie un petit peu avec le spectateur. Et je trouve que ça place le film dans un endroit un peu étrange, parce que ça aurait pu être précisément le film le plus sincère de David Leitch, puisque c'est sur une profession voilà, qu'il a occupée, un métier qu'il a envie d'honorer. On sent que le film est fait aussi un peu en lettres d'amour voilà, aux cascadeurs, etc. Et finalement, malheureusement, je trouve qu'il se départit pas totalement de cette sorte d'ironie un peu confortable, un peu paresseuse, dont peut-être Deadpool 2 était l'emblème, puisque tout le principe de Deadpool, c'est de faire des clins d'œil à la caméra et de dire, de briser le quatrième mur en permanence. Et je trouve que c'est dommage, parce que ça dessert un peu parfois le film, ça lui donne un côté... je dirais un peu cool, mais dans le mauvais sens du terme. Il y a presque un côté un peu humour Marvel des fois, de dire finalement on sent que notre histoire a quand même des facilités un peu classiques, un peu pleine de bons sentiments, et en fait plutôt que d'agir là-dessus, on va faire une blague pour essayer de désamorcer un problème qui est pourtant réel dans le scénario. Et ça, je trouve que c'est un peu dommage. Et j'ai beaucoup pensé en voyant le film à un cinéaste qui s'appelle Shane Black, qui a commencé comme scénariste et qui d'ailleurs n'a pas réalisé ensuite que des chefs-d'œuvre, puisqu'il a fait aussi Iron Man 3 et The Predator, mais qui a fait deux chouettes films qui reposent un peu sur ce principe de c'est des sortes de comédies d'action, mais qui jouent un petit peu avec la narration et avec les codes du genre, qui sont Kiss Kiss Bang Bang avec Robert Downey Jr. et The Nice Guys, où il y avait déjà donc Ryan Gosling. Et j'ai eu un peu l'impression devant Fall Guy que c'était un peu du sous Shane Black, parce qu'on retrouve ce principe de narrateur en voix off, etc., qui ironise sur les péripéties et un peu l'idée que fiction et réalité s'entremêlent un peu en permanence. Un peu, on est conscient d'être dans un film finalement. Mais je trouvais que Shane Black déjà poussait la blague plus loin, et surtout avait un regard vraiment sombre et critique sur le milieu qu'il mettait en scène, du spectacle, etc. En fait, il y a un fond extrêmement sordide dans Kiss Kiss Bang Bang ou The Nice Guys, qui fait que cette ironie sert à un contraste plus
plus grinçant, je trouve, et plus productif que simplement excuser un petit peu les faiblesses du film. Et puis surtout, il jouait véritablement avec les codes. Il y a plein de moments, pour citer un gag exemplaire de ça dans Kiss Kiss Bang Bang, une séquence où Robert Downey Jr. essaie d'intimider un mec qui croise dans une soirée en lui disant t'arrêtes tout de suite ce que tu fais, sinon c'est toi et moi dehors maintenant, réfléchis pas à part. Cut, il est en train de se faire défoncer dans l'herbe parce que c'est pas du tout un héros d'action. Et donc il y avait tout un tas de petites subversions comme ça, un peu de tropes classiques du film d'action. Et là je trouve que finalement The Fall Die est plutôt qu'un film qui s'amuse de son médium, un film en fait très conventionnel, qui se drape un peu dans une sorte d'ironie pour faire un peu mieux passer ses faiblesses, quoi. Bah, t'as mentionné les films Marvel, et honnêtement, en fait, j'ai du mal à voir en quoi ce genre de film se détache vraiment d'une esthétique commerciale marvelesque. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un film... bon, après, ça, c'est un peu facile comme critique, mais on est vraiment dans un film produit qui est là, évidemment, pour être vendu et pour faire de l'argent. Mais j'ai l'impression que le film qui avait comme proposition un petit peu de s'amuser en faisant des cascades. Moi qui suis grand fan de films d'action, de films de cascades, j'adore regarder ça. Et en fait, j'ai l'impression que tout glisse, que c'est vraiment un film qui passe son temps à être très très lisse et en fait ne jamais réussir à explorer les aspérités en fait des cascades, alors qu'on connaît quand même depuis je dirais 2005 à peu près peut-être un renouveau un peu du genre de film de cascade avec des films beaucoup plus violents, beaucoup plus durs, beaucoup plus d'aspérité. On sent que les comédiens sont vraiment professionnels. Des fois, c'est pas le cas, par exemple, pour les Jason Bourne, mais dans ce cas-là, c'est des idées de montage, des idées de filmage qui vont rendre ça vivant. Et des fois, c'est le cas, comme dans les films The Raid, par exemple, qui incarnent parfaitement ça avec des comédiens qui sont extraordinairement forts en cascade parce que c'est leur métier. Et ici, donc, en fait, je suis tout le temps pris par une inquiétude qui est que ce scénario lisse aurait pu être l'endroit parfait pour incarner donc une physicalité, une matière, quelque chose d'un peu vivant, et qu'en fait le film ne réussit jamais à me convaincre d'une seule cascade. C'est-à-dire que tous les moments, j'ai la sensation de regarder des fonds verts, de regarder des gens accrochés à des câbles et jamais de voir un corps vraiment en mouvement. Et ironiquement, ce qui se passe dans le générique du film, donc une fois que le film est terminé pendant les crédits, il commence en affichant des images du making-of du film, et en fait c'est les images qui m'ont le plus plu. Parce que là, pour une fois, je voyais vraiment des comédiens en train de faire quelque chose, je voyais la réalité de la matière advenir devant moi. Et c'est dommage parce que c'est pour autant quelque chose qu'on a pu retrouver, je suis pas un grand connaisseur de David Leitch, mais dans le premier John Wick, j'avais quand même l'impression d'une maîtrise corporelle, en tout cas d'un plaisir dans la physicalité de l'acte, et qu'ici on est vraiment loin de ça. Et il ne tombe pas non plus, comme tu le disais, dans la parodie de « je sais que j'ai pas un comédien d'action, donc... je vais le faire tabasser par d'autres gars ». Là, on est vraiment dans une situation où tout ce que je regarde me semble faux. À aucun moment, je n'y crois. Et le film, comme tu le disais, se pavane en plus d'un côté méta, presque post-méta. Au bout d'un moment, les blagues méta, j'ai eu ma dose aussi, quoi. Ça fait quand même 30 ans qu'on s'en bouffe depuis Pulp Fiction. Et là, vraiment, voir des commentaires presque internet revenir et de dire « ah, mais... » ironiser sur le fait que les scénaristes ironisent sur la faiblesse de leur scénario, ça me semble quand même d'être une lourdeur assez vertigineuse, même si, comme vous, j'aime beaucoup Ryan Gosling, comme vous, c'est un peu aussi l'acteur qui sauve un peu le film pour moi, un peu comme il avait fait pour Barbie. En fait, j'ai du mal à trouver mon plaisir devant ce film, quoi. J'ai du mal à être rassasié à un seul moment, à juste prendre plaisir devant la scène d'action, alors que pourtant... le film se prévaut de ça. C'est presque le scénario n'existe que pour justifier les scènes d'action. Je pense que, c'est peut-être pas comme dans l'émission Impossible, mais le film semble être une accumulation de scènes d'action reliées par un fil qu'ils ont réussi à se débrouiller, quoi. Moi, je sais pas. Je suis pas tout à fait d'accord avec ça, justement. Je sais pas si t'as terminé. Oui, vas-y, je t'en prie. Alors attends, je voulais dire un truc avant. avant. Tu vas te clasher de fou. T'as terminé là, c'est bon? Est-ce que tu penses que la paquet non, attends. Attention, Big Flo est en live avec nous. J'ai complètement zappé ce que je voulais dire. Si tu veux, je rebondis pendant que tu cherches, Julien. Mais effectivement, j'avoue que j'étais un peu sur ma faim aussi sur la façon dont les scènes d'action étaient filmées. Je pense, Julien, tu pourras revenir dessus parce que ça peut être aussi une force d'une certaine façon, comme on en parlait. Mais c'est un peu ton expertise en plus. Ton expertise, toi, t'as un fanat de cascade, un casse-cou. Un cascadou. Non, mais effectivement,
effectivement, il y a notamment une séquence qui a été beaucoup utilisée dans la promotion du film, qui est cette séquence d'une voiture qui fait plein de tonneaux, qui en fait exactement 8,5, et le nombre est important puisque c'était un record du monde de cascade, le plus grand nombre de tonneaux fait avec une voiture. Et d'ailleurs, dans le film The Fall Guy, c'est intégré aussi que c'est un record du monde, donc il y a une sorte d'effet un peu méta. Et typiquement, je trouve que cette séquence ne rend absolument pas le caractère impressionnant que cette cascade est censée avoir, et ça m'amène presque à un reproche, on va dire, plus général sur le cinéma d'action. En fait, comment on juge une séquence d'action ? C'est toujours une question de mise en scène, en fait, c'est-à-dire que c'est comment la séquence va être filmée qui va rendre ou pas son caractère plus ou moins impressionnant, plus ou moins authentique, etc. Et je trouve que là-dessus, par exemple, les Missions Impossibles sont bien plus efficaces à rendre, notamment par le fait qu'il y a souvent une économie de coupe, et des plans qui vont durer comme ça, à rendre un petit peu comme tu disais, un peu la physique de cette tôle froissée, de ces corps qui valent dingue, etc. Et je trouve que là, il y a plusieurs moments où j'ai l'impression que la mise en scène presque évacue un petit peu ces cascades, et où je prends par exemple un autre moment qui est cette fameuse scène où il est traîné sur un pont à Sydney, accroché par une pelle à un camion poubelle, et c'est une cascade qui est impressionnante et qu'ils ont fait en bonne partie, alors pas entièrement bien sûr, mais qu'ils ont un peu fait en image réelle, mais je trouve que son intégration dans la séquence, en fait on a l'impression que puisque tout est traité avec cette espèce de ton léger, il n'y a pas vraiment un petit peu de momentum, de gravité comme ça avant la scène, et donc j'ai pas le temps de me dire oh il va se passer une séquence impressionnante, etc. En fait je suis directement mis face au fait accompli, et il y a presque une sorte de désinvolture, je pense, un peu la coolitude du film cause en revers une sorte de désinvolture qui fait que j'ai pas été très impressionné finalement par les cascades, et j'ai plus aimé, je pense, la partie comédie presque du film. Moi ça je suis assez d'accord avec toi. Alors j'aimerais revenir sur plusieurs choses qu'on a dit, si vous me permettez. Des énormités. Installe-toi. Tu parlais du fait que moi je suis assez d'accord avec vous sur le discours méta, même si ça me gêne pas trop dans la première partie du film. Par exemple, au début du film, il y a la scénariste du film donc Metal Storm qui tourne, donc du film de fiction, qui dit sinon on n'arrive pas à écrire la fin, donc on n'a qu'à mettre un personnage qui assume qui dit qu'on a un problème avec la fin. Moi je trouve ça assez drôle pour le coup, quoi, tu vois. Mais est-ce que c'est pas un peu embêtant que le film fasse un peu ça, quoi ? Non, mais pour moi le film tire sur les films qui font ça, quoi, tu vois. Mais est-ce qu'il à ce moment-là un peu aussi, quoi. À ce moment-là, oui, mais il le fait pas vraiment sur son. Enfin, tu vois. Pour moi, le film sait où il va. C'est ça, c'est une défense du film. Pour moi, le film sait où il va tout le long, parce qu'il veut aller jusqu'à sa chute finale, à son grand final avec les cascadeurs qui se bagarrent. Enfin, c'est vraiment du grand n'importe quoi. À la fin, il y a un plan qu'on voit dans la bande-annonce où la caméra d'un coup se met à suivre un hélico, et elle est hyper vite pour faire dans un pur délire kitsch début des années 2000 en mode Charlie's Angels. C'est terrible, mais moi ça m'a fait mourir de rire, parce que je pense que c'est complètement assumé. Donc le côté méta m'a pas trop ennuyé à ce niveau-là. Il y a un délire un peu Tonnerre sous les tropiques. Il y a même une vanne à la fin qui est exactement la même blague qu'au début de Tonnerre sous les tropiques. Et du coup, bon, moi ça m'a plu. J'aime beaucoup Tonnerre sous les tropiques. Ce qui m'a plus gêné, c'est plus le name drop constant, même si il est toujours bien mis dans les conversations. On tombe dessus, voilà. Bon, c'est un peu pénible à force, parce que en fait, je trouve que la forme du film, la façon dont les musiques qu'il utilise, le style qu'il a un peu décomplexé. En fait, on sait le fait de mettre les images du making of à la fin du film, le fait de faire tout son générique sur un script de scénario, des trucs qui sont assez élégants, je trouve. Enfin, en vrai, qui sur le papier pourraient me faire me dire oula. Je crois que je vais pas aimer, et en fait c'est fait de façon assez élégante, je trouve. En fait, le film a pas à me prouver qu'il a vu d'autres films et qu'il a des références, quoi. J'avais compris, et je te suis en fait déjà. Donc ça, je suis assez d'accord avec vous, et je suis aussi assez d'accord avec toi sur l'enjeu de la gravité des cascades, enfin de la dangerosité des cascades, parce que, et c'est là pour moi le vrai truc que loupe le film, c'est que je pense que tu peux reprendre le même film, ajouter quelques plans, et avoir un film qui est beaucoup plus intense en termes de cascades. Ne pas changer le montage des cascades, juste en ajouter. Et ça se joue surtout à ce premier plan. Le premier plan, donc,
qui est une sorte de plan séquence qui virevolte sur des personnages. Tout à l'heure, j'ai vu le film, j'étais très proche de l'écran. Et bon, c'est assez pénible, mais qui très vite se calme, prend un peu plus de. Tu peux peut-être décrire un peu ce qui se passe. Oui, alors, on est avec Ryan Gosling et Emily Blunt dans leur. Je trouve que Emily Blunt d'ailleurs est assez formidable dans le film aussi. Moi, j'aime beaucoup son personnage. Ils sont dans la caravane en train de faire des papouilles. Ils sont appelés sur le plateau. Ils sortent. Il y a tout l'écosystème du tournage, les différents paliers de sécurité à passer. Mais comme Ryan Gosling est quelqu'un d'habitué, bah, du coup il arrive comme ça, il est très très à l'aise. On lui demande de refaire une prise. Pourquoi? Lui il parie que c'est parce qu'on voit trop son visage. C'est en effet pour ça, parce que du coup l'acteur dit mais on voit bien que ça monte et tout. Donc il repart faire cette scène. On est toujours en plan séquence. Il monte dans l'ascenseur et en fait pendant ce temps-là ça se dragouille avec Emily Blunt au talkie-walkie sur un channel du coup qui passe un peu privé. Et cette scène de drague nous fait, enfin cette scène de pas de drague parce qu'en fait ce dialogue, ce dialogue amoureux nous fait oublier qu'il est dans un ascenseur qui n'en finit pas de monter. On lui dit on va t'accrocher à l'envers machin tout ça et tout. Il continue de parler et là d'un coup on est avec lui, il s'éloigne de la caméra s'élève par rapport à lui et en fait on se rend compte qu'on est au-dessus du vide, au sommet d'un immeuble qui fait genre je sais pas peut-être au moins une 50aine de mètres d'eau, enfin ça a l'air très haut quoi. Ouais. Et en fait Ryan Gosling est suspendu d'un coup dans le vide, il lâche tout, il y a juste quelques câbles qui le retiennent et en fait il va faire une chute vertigineuse et là on le voit tomber et je trouve que d'un coup cette élévation de caméra, le fait que la musique s'arrête alors que c'est hyper punchy au début, c'est très drôle, d'un coup on se rend compte que attends mais c'est un délire quand même, il n'y a pas d'effet vertigo, mais c'est tout comme. Enfin, il y a vraiment un truc où on se rend compte que waouh, c'est impressionnant. Bah, il y a une sensation de. Finalement, c'était un petit peu la routine. En fait, la routine d'un cascadeur, c'est un truc un peu incroyable. C'est de mettre sa vie en jeu, en fait, potentiellement. D'ailleurs, il y a un passage dans le film où un personnage décède, sans en dire trop, il meurt sur un truc complètement con. J'ai oublié. Il y a un personnage qui tombe et mal et qui en meurt dans le film. Oui, bien sûr. Et c'est amusant parce que, en fait. Oui, on peut mourir comme ça, et alors que lui il fait des tonneaux quoi. Enfin, il y a un délire. Et là d'un coup, il tombe, on est au noir, on entend un cri et on le voit sur une civière en train de se faire emmener parce qu'il y a eu un accident. Il y a tout de suite une blague parce que l'acteur principal lui fait comme ça et lui il fait le pouce qui est un des éléments de la cascade importante qui revient dans le film, donc c'est normal qu'il le fasse. Mais c'est un peu traité comme une vanne du coup, alors que je trouve que avec quelques images traumatiques, histoire de bien monter, mais peut-être un truc sans trop en dévoiler, un truc qui se passe qui peut être hyper esthétisé avec quelqu'un fait tomber un objet et au fond on le voit tomber juste dans le flou quoi, tu vois, ou je sais pas, un truc sur les câbles, un truc tout ça. En fait, tu peux ancrer le personnage dans sa réalité qui est en fait il risque sa vie à chaque fois qu'il fait une cascade et les cascades sont dangereuses et c'est pour ça qu'il y a autant de professionnels et de gens qui le font et c'est pour ça que ces gens-là se battent aussi et David Leitch en fait sans doute partie pour que le métier soit plus reconnu parce que ils font le film en fait ces mecs-là et ils risquent leur vie et c'est dommage parce que du coup toutes les scènes d'action qui viendront après ont ce côté fun mais presque cartoonesque en fait. Cartoonesque, mais on n'a jamais peur pour Ryan Gosling. On est surpris des chocs, des chutes et des trucs comme ça, mais on n'a jamais peur pour lui. Ce qui est un peu dommage parce que c'est exactement, par exemple, ce qui fait qu'une scène de Jackie Chan est aussi savoureuse, c'est que il y a tout un truc dans les films de Jackie Chan où on le voit. Il y a toute une partie du film qui est construite pour qu'on le voit souffrir et qu'on voit que quand il prend un coup, ça lui fait mal. Que ça existe. Quand il donne un coup. Ça lui fait mal aussi. Alors, même son jeu très expressif et tout. Son jeu très expressif. Alors, Gosling est très très fort quand même. Il y a beaucoup de moments où on sent que, en plus, il y a ce côté où lui, en fait, il dort pas du film presque. Il est toujours il est de plus en plus épuisé. C'est assez amusant, mais c'est dommage qu'on passe à côté de ces enjeux qui auraient fait que, je sais pas, qui auraient pour moi porté le film vraiment beaucoup plus haut. Et j'attendais un peu Leitch là-dessus parce que je trouve que un des trucs qui marche dans Bullet Train, c'est qu'il arrive à changer presque de ton en un plan. C'est-à-dire que c'est marrant, c'est Brad Pitt avec un bob, tout ça et tout, et d'un coup, c'est la vengeance du père et du fils japonais, et c'est hyper sérieux, et c'est hyper premier degré et tout. Et après, il y a Brad Pitt qui fait le con avec des nounours et des trucs comme ça. Et je m'étais dit, le gars est quand même très fort pour en fait construire tu vois, une sorte de retour de ton et ça c'est un peu dommage, je trouve que c'est ce qui manque au film. Par contre je suis pas vraiment d'accord avec vous
sur les cascades et sur la façon dont elles sont filmées. Moi, je trouve ça... Encore une fois, comme j'ai dit, je trouve que, par exemple, il y a une scène, bon, là, on voit dans la bande-annonce, c'est juste après, enfin, ça, c'est pas dans le film. Ce qui me fait dire que, d'ailleurs, ils ont quand même supprimé tout un tas de choses qui avaient l'air sympas, mais je pense que dans une volonté de ne pas se perdre dans les cascades, en fait, dans le film, ils ont coupé comme ça. Par exemple, il y a un moment où Ryan Gosling décide, il doit arrêter un taxi, et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il se met une petite protection dentaire, et son meilleur moyen, c'est de se mettre devant le taxi d'un coup. Donc le taxi pile, mais le tape, quoi. Et du coup, il se prend le taxi, donc c'est très drôle. C'est de filmer de façon très surprenante, c'est-à-dire que on joue sur la surprise plus que sur l'anticipation de ce qui va arriver, puis la cascade, et ce qui fait que, on va dire, les bonnes cascades jouent sur ces 3 temps de anticipation, impact et moment d'après où où si tu fais les 3 dans un même plan, à la limite, c'est que t'as en apparence t'as la meilleure cascade du monde. Et là non, mais il le joue pas, mais pour moi, pour aller dans le sens du récit, c'est-à-dire que c'est juste parce que il faut que la scène elle aille vite, et c'est ça que je disais en préambule. Moi, c'est ça qui m'a plu, c'est qu'en fait j'ai l'impression qu'il justement il s'appesantit pas sur le côté, il s'appesantit pas, alors que c'est un mec qui vient de la cascade et qui pourrait à la limite filmer de la cascade, juste pour filmer de la cascade toute la journée. Mais j'aime bien ton choix de mot, appesantir, parce que justement je trouve qu'en fait le film n'a pas de pesanteur. Je trouve qu'on est tout le temps dans un truc où on atterrit souvent sur des gros airbags. J'ai l'impression que jamais on est violent, jamais il y a un vrai choc entre les choses, que tout se caresse, mais même en fait littéralement à la fin du film, presque la cascade finale, c'est Ryan Gosling qui atterrit sur un gros airbag. Ça, j'ai l'impression qu'en fait toutes les cascades du film c'est exactement ça, qu'en fait tout comme ça, s'affadit, tout s'aplatit, tout se ramollit un petit peu comme ça, et perd en poids. Il y a un peu un truc où finalement, vu que on pourrait dire l'arrière-plan du film, c'est cette espèce de romance très guimauve, qui est en plus illustrée de façon un peu mièvre, etc. Effectivement, ça fait que il n'y a jamais de retour un peu à la réalité. Encore une fois, pour citer Shane Black, où il arrivait même parfois, entre 2 plans, d'une réplique à l'autre, à faire revenir un truc hyper sombre, hyper sérieux, comme ça. Avait toujours ce switch qui faisait que toutes les blagues étaient plus fortes finalement, et les moments émotion aussi. Et là, c'est vrai que tout reste assez... il y a un côté un peu en plastique, quoi, pendant tout le film, où tout reste assez bon enfant. Oui, c'est ça, ouais. Et juste pour dire, mais je fais que confirmer ce que tu disais, mais effectivement, cette espèce de dérive méta dont on parlait passe aussi par les nombreux clins d'œil incessants du film. Et moi, ce qui m'a déprimé, j'exagère un peu, mais en tout cas, je trouve que ce qui me continue régulièrement de m'inquiéter face à l'état des blockbusters, c'est de voir que, au-delà du fait que ce sont des clins d'œil, finalement, j'ai l'impression que l'imaginaire des gens qui aujourd'hui font des films, y compris des films qui pourraient se destiner à un public plus ou moins jeune, en tout cas qui sont pas explicitement des films tournés vers l'histoire du cinéma, etc., s'arrêtent aux années 80, quoi. On a l'impression que c'est l'icône, la borne indépassable, quoi, que ces gens n'arrivent pas à réfléchir au-delà de... déjà, c'est une série des années 80 qui est adaptée, et on a toute une avalanche de références. Le morceau de Kiss qui est utilisé 45 fois dans le film, le name drop de Rocky, Rambo, Miami Vice qui est utilisé comme ça plusieurs fois dans le film. J'avoue que ça me fatigue un peu. Je m'étais fait la même réflexion devant Ninja Turtles Teenage Years, qui était le dernier film en date, film d'animation, qui avait plein de trucs chouettes dans son animation très rugueuse, etc., qui était explicitement un film un peu de coming of age avec des adolescents, plutôt destiné à un public adolescent, mais qui pouvait pas s'empêcher de faire des séquences training montage un peu ironiques sur push it to the limits, des trucs comme ça. Et j'étais un peu attristé de voir que finalement il faut un peu laisser tomber, quoi, ces références aux années 80. Ça peut pas être le fond de commerce invisible, infini du cinéma américain, quoi. Au prix où ils l'ont acheté, il faut bien amortir le coût. Mais c'est vrai que Kiss, il parle de la chanson de Kiss, du coup, c'est ça sans doute. Non. Oui, probablement. Ouais. Probablement de tout. Mais qui à la limite est la chanson du film, en fait. Elle est tellement reprise dans des versions orchestrales, machin et tout. Mais tu vois, je trouve que il y a quand même il y a quand même beaucoup de moments là pour l'avoir revu qui mettent vraiment en avant la physicalité de certains trucs qui rendent toujours facile. C'est-à-dire que ça impose que le personnage de Gosling, donc Colt Reavers, je crois que c'est ça. Seavers, il est très très à l'aise. Par exemple, il y a un plan, la première fois qu'il va dans l'appartement du comédien, t'as un plan, il arrive dans son camion, il sort de son truck, il est sur le port là, il monte sur le toit, il fait un saut de genre 2 mètres pour atteindre une échelle, il monte à l'échelle, il arrive sur le toit, et tout ça c'est traité en un plan.
et tu le vois tout faire, tu vois, et c'est hyper cool. Et en fait, je suis là où je suis un peu en désaccord avec vous aussi, c'est par exemple sur la façon dont est filmé les fameux 8 tonneaux et demi. En fait, je sais pas si et ça rejoint un peu ce qu'on disait, mais je sais pas si ce que je disais tout à l'heure, avoir tout dans un plan, avoir la cascade dans un plan, je sais pas si c'est vraiment un idéal en fait à atteindre en termes de film d'action, quoi, tu vois. Je pense que Bazin avait tort. Après, c'est pas forcément Alors, un seul plan, attention. mais en tout cas. C'est pas ce que je dis. Tu parles du montage interdit. Montage interdit, ouais. Mais Ce qui est l'idée théorique selon laquelle s'il y a un événement, alors il faut que sa conséquence soit dans le même plan. Ça, C'est-à-dire, si un élément du film dépend de deux choses en même temps, il faut que les deux choses soient dans le même plan, sinon on ne croit pas. Il faut surtout, par exemple, c'est l'avènement, une bombe qui est larguée par un avion doit être filmée dans le même plan en train d'atterrir sur la ville, quoi. On peut pas faire séparément les deux. Ou dans la cascade, un mec se fait tirer par un cheval. On veut pas avoir un plan sur le cheval qui court, un gros plan sur le gars qui se fait traîner au sol, et on veut les deux en même temps dans un seul plan. Et en fait, du coup, t'as un peu cette idée de, et même c'est un peu c'est la faute à Jackie Chan. Non, mais t'as un truc comme ça dans les films de Jackie Chan qui sont extraordinaires, extrêmement élégants, très très bien filmés, toujours des angles de prise de vue assez larges parce que du coup c'est vraiment des artistes martiaux qui font des performances. Donc il y a un délire comme quand on est en spectacle. Voir des gens qui font des pirouettes, enfin ça existe les spectacles de baston et de martial comme ça. Mais en fait, est-ce que finalement par exemple ce tonneau, le filmer de façon avec un plan où tu vois tout le tonneau dans son intégralité, est-ce que c'est pas tomber dans ce truc de prouver, tu vois, alors que mettre ce plan qui est en contre-plongée de la voiture qui est projeté en l'air et qui, c'est quand même, ce plan est quand même incroyable, traverse tout le cadre en l'air avant de toucher le sol. Et au moment où elle va toucher le sol, en fait, elle sort du cadre. Et là, de raccorder avec un premier tonneau, puis de remettre le tonneau est mis en entier à un moment. C'est-à-dire qu'à la fin, c'est-à-dire que dans le film, on voit la voiture faire 16 tonneaux. Mais il met plusieurs fois le plan. En fait, il met plusieurs fois le plan. Comme on monte à un coup de poing, c'est un truc un peu connu oui, c'est ça, on respecte pas forcément Jackie Chan, la véritable temporalité. Raconte, et souvent quand tu montes à un coup de poing, si tu fais un raccord, tu montes 2 fois le coup. Enfin, ce que faisait Jackie Chan, c'est-à-dire que on voit Large donne un coup à Loïc, et après il y a un gros plan, et en fait Loïc se reprend le coup, plutôt que de monter à la frame. En fait, on va perdre en impact, alors que le voir 2 fois, en le bruitant qu'une seule fois, ça va donner un stimulus visuel qui est important. Et en fait, juste sur le truc des tonneaux, étonnamment, encore une fois, je reviens aux images de making of, mais je les trouvais mieux. Oui, en mais fait, parce je que les trouvais tu les plus vois dans un contexte de making plus réel, quoi. Oui, bien sûr. Mais je aussi ça me pousse à la question, encore une fois, de. Là où je suis d'accord, c'est que de réponse. La séquence du film dans laquelle on les voit, c'est une séquence où ils sont censés créer le film. Donc, tu te dis, c'est en fait le plan de making of qu'on voit à la fin, on pourrait le voir tel quel dans la séquence du film, parce que on est sur un plateau de cinéma, donc c'est pas grave de voir la voiture travelling et tout ça. Oui, bien sûr. Mais imaginons que cette séquence arrive, par exemple, dans Collateral, tu as cette séquence d'accident qui est découpée aussi dedans. Oui, c'est ça, mais je pensais à ça, mais en me disant, enfin, c'est pas tant un truc de il faut absolument que ce soit en un plan. Je sais pas, c'est presque un peu diffus, tu vois, mais dans le choix des axes, etc., de ressentir un peu je pense le mot de crescendo, tu vois. Oui. Mais je voulais un peu revenir sur ça parce que j'ai l'impression qu'il y a une sorte de recherche de la pureté du plan pour faire un truc qui, en fait, prenons le meilleur film d'action de ces dernières années, Mad Max Fury Road. Extrêmement découpé, C'est un des films les plus découpés. Enfin, c'est terrible mais pour le coup, de plans qu'il y a, quoi, tu vois. Ouais, mais je pense qu'en effet, comme Clément, le truc, c'est pas forcément de le faire qu'en un plan, mais c'est de trouver le bon plan qui va filmer l'interaction des deux matières l'une contre l'autre. Et là, dans Mad Max Fury Road, c'est le sable et le pneu, quoi. Enfin, c'est ça, et puis t'as essentiel. Même chaque objet qu'il filme, que ce soit un humain ou une voiture, il adapte sa vitesse pour le filmer, que ce soit... Enfin voilà, bon, Mad Max Fury Road. Non, mais mais d'ailleurs, il y a une séquence de tonneau au début de Fury Road que je trouvais beaucoup plus impressionnante que celle dans Fury Road. Oui, c'est vrai. Bon, mais après, la comparaison est un peu unfair parce que voilà, Fury Road, c'est quand même. Il y a une séquence dans Fall Guy que j'ai adoré revoir. Je suis presque retourné que pour cette séquence qui est la bataille dans le bar que vous voyez dans la bande-annonce. Ah oui. Qui a l'air comme ça, pas terrible. Un peu kitschouille. Mais qui est. Voilà, c'est Scott Pilgrim. C'est vraiment le combat de Lucas Lee contre Lucas Lee dans Scott Pilgrim, donc
qui reprend cette idée de Scott Pilgrim. Je sais pas si c'est fait par rapport à Scott Pilgrim, mais on dirait vraiment. Mais d'avoir des flashs lumineux au moment des impacts, qui est fait dans Scott Pilgrim à plusieurs moments, mais il y a une séquence où il se bat contre une movie star, où c'est marrant parce que du coup c'est les paparazzis qui prennent des photos au moment des coups de poing, et du coup ça permet de jouer, c'est très très élégant, mais qui reprend en fait ce truc qui est déjà dans Raging Bull, des flashs lumineux sur les coups de poing, et que j'ai trouvé particulièrement élégant. En fait il y a 2-3 moments qui m'ont vraiment fait penser à Scott Pilgrim. Il y a un combat contre une ninja au début, et vraiment, il y a un délire. Je sais pas si vous avez vu Scott Pilgrim ou si vous l'avez lu, mais l'ex numéro 4, c'est la même personne, c'est le même personnage, quoi, un peu. Et du coup, moi, ça me fait énormément plaisir parce que j'aime beaucoup Scott Pilgrim. Donc, j'y ai retrouvé certaines vagues, tout ça. Pareil, tout le délire sur le split screen et tout. C'est lourd un peu. C'est lourd, et en même temps, est-ce que c'est pas marrant d'avoir, dans un film comme ça, hyper grand public, un moment où le film juste parle de cinéma et d'enjeux esthétiques aussi. Enfin, tu vois, pourquoi... En fait, en le revoyant là au hall, je me suis dit, je sais pas si dans la salle pleine, oui, moi je sais ce que c'est qu'un split screen, et en fait j'ai déjà un avis dessus pour tous les films où je l'ai vu, quoi, tu vois. Mais en fait, je sais pas, je trouve ça marrant, je trouve pas ça si racoleur que ça, en fait. Okay. Moi, en fait, quand je vois The Fall Guy, je vois vraiment un mec qui est amoureux du cinéma d'action et du cinéma, et qui essaie de faire le meilleur film qu'il peut avec ça. Alors, il y a beaucoup de faiblesses et finalement, c'est vrai que en critiquant toute la série de blockbusters très 2020 qui sont lisses, qui se ressemblent tous, parce que là, le film qu'ils font, c'est un mélange entre Mad Max, Dune et Star Wars, quoi. Vraiment, ils ont les casques de Star Wars. Même la musique, c'est la musique de Dune parodiée. Bon, moi, ça m'a fait rire. Ce qui est dommage, c'est que le film se moque de ça, mais s'inscrit dans ce truc.